Et on commence donc avec cette histoire incroyable, ces 4 corps qui ont été retrouvés il y a une semaine dans la Seine. Et donc une nouvelle information, puisque l'homme qui a été interpellé est suspecté effectivement des 4 meurtres. Dans un instant, on en parle avec nos experts en plateau. À mes côtés, Jean-Pierre Colombiès, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien commandant de la police judiciaire. Et puis à mes côtés également Boris Karlamov, journaliste au service police-justice de BFM. Mais d'abord, avant de vous donner la parole, on prend directement la direction du siège de la police judiciaire. On trouve notre envoyé spécial Antoine Forestier. Bonsoir Antoine. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Oui, en effet, l'étau semble se resserrer autour de cet homme qui a été placé en garde à vue il y a maintenant 2 jours, mercredi matin. On en sait un peu plus sur le profil de cet homme. Il est âgé de 24 ans. Il a été interpellé dans un squat au bord de la Seine. Il est de nationalité algérienne, en situation irrégulière. Et il a été entendu à au minimum 4 reprises depuis le début de cette garde à vue, en présence de son avocat et également en présence d'un interprète en langue arabe. Les premiers éléments qui ressortent de ces auditions permettent aux enquêteurs de le soupçonner d'être l'auteur de 4 meurtres. Pour rappel, il y a maintenant 8 jours, ce sont 4 corps qui ont été retrouvés du côté de Choisy-le-Roi, immergés dans la Seine. Jusqu'à présent, on parlait de traces de strangulation et de lésions sur uniquement 2 de ces corps. Et il y avait d'ailleurs 2 victimes uniquement qui ont pu être identifiées grâce aux autopsies. Les 4 enquêtes ouvertes initialement ont été regroupées en une seule par le parquet de Créteil pour meurtre en concours, c'est-à-dire meurtre multiple. Et c'est d'ailleurs ce qui permet aux enquêteurs d'avoir plus de temps pour poser des questions à ce suspect. Ils ont 4 jours au maximum, c'est-à-dire que dans son cas, il pourrait être entendu jusqu'à dimanche matin au plus tard. Pour rappel, il y a une deuxième garde à vue dans cette affaire. Elle a démarré hier, mais concernant ce deuxième homme qui est interrogé par les enquêteurs, on dispose de très peu d'éléments concernant son profil. Merci beaucoup Antoine Forestier. Vous êtes au siège de la police judiciaire avec Rémi Soula. Alors, vous avez été commandant justement de la police judiciaire. Qu'est-ce qui vous semble absolument étonnant dans cette affaire et singulier? Vous voyez, finalement, ce suspect est interpellé, on lui suspecte de ces 4 meurtres. C'est que ceci, ça lui est réellement attribué, parce qu'il faut être prudent quand même. On a des cadavres dont certains sont très décomposés, dans un état de dégradation assez avancé, donc il va falloir faire le lien entre ces personnes retrouvées décédées et l'auteur d'un homicide présumé. On est dans les présomptions, là, on n'est pas dans la certitude. Vous savez, c'est ça le travail, le fond du travail des enquêteurs. Oui, mais il y a une partie du travail des enquêteurs qui les amène aujourd'hui. Oui, mais encore faut-il le prouver. Et entre la certitude, la conviction et la preuve, il y a parfois un monde. Donc il faut être très prudent. Et les enquêteurs, c'est le fondement même du travail de l'enquêteur, c'est de démêler ce qui doit être au final retenu contre la personne qu'ils ont en face d'eux. Et là, on a des difficultés qui sont juste matérielles, à savoir qu'il a quand même l'assistance d'un avocat. Alors je dis pas qu'il faut empêcher les avocats d'être là, mais il peut l'influencer grandement quant aux dépositions qu'il peut faire ou ne pas faire. Il peut garder le silence, je le rappelle. Donc si on est face à quelqu'un d'assez retors, qui connaît bien la machine et qui refuse de répondre à toutes les questions, on sera peut-être pas plus avancé. Donc il faut être très vigilant par rapport à ce qui va se passer dans les heures qui arrivent, qui viennent, avant de vraiment lui mettre sur le dos les 4 homicides, parce qu'il y a peut-être pluralité d'auteurs, on ne sait pas. Il y a des gardes à vue apparemment qui se succèdent les unes après les autres, donc il y aura peut-être concomitance entre plusieurs auteurs. Donc c'est pas évident du tout. C'est quoi justement le plus difficile, vous qui avez eu cette expérience d'enquêteur, dans ces conditions-là? Vous parlez du travail de l'avocat, c'est la loi que l'avocat effectivement soit là. Mais dans l'enquête qui continue d'être menée, comment on fait pour justement rapprocher les preuves, rapprocher les pièces? Quand on est enquêteur, vous qui avez été à cette place-là, qu'est-ce qui est le plus difficile? Il faut avoir des éléments matériels, tout simplement. Il faut déjà déterminer comment ces personnes ont été assassinées, si tant est qu'elles l'aient toutes été. Bon, j'entends dire 4 homicides probables. Bon, on va voir exactement ce que les examens de corps, les autopsies vont déterminer, en espérant, comme je le dis, que l'état des corps le permette. Et ensuite, quels éléments va fournir le suspect? Il faut qu'il parle. Là, j'entends dire qu'il ne parle pas français. Ça fait quand même 3 ans qu'il est en France. Il ne parlerait pas un mot. Il aurait besoin d'un traducteur. Vous savez, on a un peu l'habitude aussi de ces personnalités très retors qui font semblant de ne pas parler. Ça peut être du bluff? Bien sûr, ça peut être du bluff. Il a rien à perdre. Il a tout à perdre, au contraire. Et de fait, jouer l'obstruction au maximum avec les conseils de quelqu'un qui, lui, est un procédurier, je pense,
à l'avocat, qui si malheureusement il lui conseille de ne pas répondre ou de répondre ou de garder le silence, on sera vraiment dans une situation de blocage. Pour les enquêteurs, ça va être très très compliqué, vraiment très compliqué. Il habitait un squat, enfin il fréquentait des lieux qui n'étaient pas des lieux d'une résidence, je dirais, définitive, habituelle, donc on peut imaginer qu'il n'y aura pas de perquisition. Donc vous voyez, on va vraiment, ils vont avancer vraiment pas à pas. Il y aura une instruction qui sera certainement très compliquée, très longue, parce qu'il va falloir aussi voir s'il n'y a pas d'autres victimes. Absolument. Donc il va falloir ça pose probablement... effectivement la question. C'est évident. Comme on dit, de serial killer ou pas. Probablement, il va falloir draguer la partie de Seine où ont été trouvés les corps, mais aussi en aval, notamment dans les retenues d'eau, les barrages. Et si on trouve d'autres corps, eh bien, je vous fais pas un dessin. Boris, qu'est-ce qui est le plus intéressant dans les nouvelles informations qui ont été données aujourd'hui? On l'a vu avec Antoine, mais il y a de nouveaux éléments aussi dont vous disposez. Oui, la principale information, c'est que cet homme en garde à vue, âgé de 24 ans, il prétend du moins avoir 24 ans et de nationalité algérienne, eh bien, il est désormais soupçonné des 4 meurtres. Vous le savez, dans cette affaire, il y avait plusieurs enquêtes qui avaient été ouvertes. Désormais, c'est une seule et même enquête qui rassemble donc les 4 cas, donc ces 4 corps qui ont été retrouvés dans la Seine. Désormais, l'horloge tourne pour les enquêteurs puisqu'ils ont jusqu'à demain, au plus tard dimanche matin. Quelle est la durée? 96 heures maximale de garde à vue, puisqu'on est dans une procédure pour le moins assez spéciale et peu connue du grand public, à savoir des meurtres en concours. Ça veut dire des meurtres multiples. Ça veut dire qu'il a commis des meurtres avant pour lesquels il n'a jamais été suspecté d'avoir commis. Il n'a pas été jugé encore. Donc voilà, une procédure très spéciale, d'où cette durée exceptionnelle de 96 heures. Jean-Pierre Colombias le disait, il y a une difficulté particulière, c'est que cet homme ne parle pas visiblement français. Il est assisté par un traducteur et forcément par son avocat. De fait, l'audition se déroule extrêmement lente. C'est lourd, procéduralement parlant, c'est très lourd à gérer. Parce qu'il faut aussi, à chaque fois, il n'y a pas que l'audition, il y a tout ce qu'il faut, je dirais, tout l'environnement de la garde à vue, des consultations éventuellement de médecins. Enfin, je veux dire, on n'est pas au Chili ni en Argentine, quoi. Donc il y a une règle, il y a un code de procédure, il y a une lourdeur procédurale, qui n'est pas toujours à l'avantage des procéduriers. Moi, j'insiste toujours là-dessus. On met beaucoup d'atouts dans la poche des mises en cause, avec notamment cette assistance technique d'un avocat. Il aurait été souhaitable que cet ajout des libertés publiques soit compensé par justement l'obligation donnée ou imposée plutôt à un mis en cause de s'expliquer. Et tant que vous n'avez pas cette contrepartie-là, eh bien vous mettez toujours les enquêtes en péril face à quelqu'un qui voudrait garder le silence. C'est la loi en l'état, donc les enquêteurs vont devoir aujourd'hui faire avec... C'est une suggestion que je fais, de changer la loi. Avec cette loi-là, avec en plus, on disait, Boris, des meurtres dont on ne sait pas exactement, évidemment, à quelle époque ils ont été commis. Oui, puisque les corps sont extrêmement dégradés. Souvenez-vous, au début de l'enquête, les policiers pensaient que c'était des personnes de type nord-africaine, tant les corps étaient noirs. Oui, par la décomposition, ils sont noirs. Absolument, et on s'est avéré que finalement, ce sont 4 corps de type caucasien. Donc c'est pour prouver l'état de dégradation de ces corps qui ont été immergés. On ne sait pas depuis quand ces corps sont dans la Seine, quels sont le lien entre ces 4 personnes. Au début, il y avait une seule personne identifiée. Désormais, on sait qu'il y a au moins 2 personnes qui ont été identifiés, dont un qui est un homme d'une quarantaine d'années, domicilié dans le Val-de-Marne. Est-ce qu'il avait un lien de parenté entre ces 4 corps? Est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce qu'ils étaient amis? Est-ce que ce sont 4 affaires différentes ou une seule et même affaire? Bref, il y a encore énormément de questions, et surtout sur le mobile. Pourquoi ces corps ont-ils été Alors on peut tout envisager. Et là, toutes les pistes sont ouvertes. Alors justement, on parle de l'état des corps parce que c'est évidemment un élément essentiel de cette enquête, des corps immergés. Je vous propose qu'on retrouve immédiatement Caroline Rambaud. Vous êtes médecin légiste. Merci beaucoup d'être avec nous, Caroline Rambaud. Comment on travaille quand on est médecin légiste sur des corps qui ont été immergés très longtemps dans l'eau? Qu'est-ce qu'on recherche? Quels sont les éléments? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a encore des éléments qu'on peut trouver sur les corps? C'est extrêmement difficile. On va d'abord commencer par faire un scanner de façon à voir s'il y a des lésions traumatiques osseuses ou bien détecter des lésions viscérales, si tant est que les viscères soient encore examinables. Et après, on fait l'examen, l'autopsie elle-même, avec l'examen du corps le plus soigneux possible, de façon à voir s'il existe des lésions visibles. Ce qui n'est pas sûr, c'est extrêmement difficile quand les corps sont très putréfiés comme ça, de voir s'il y a des lésions externes ou pas. Alors, on peut s'aider aussi de radiographie de petites pièces osseuses, notamment, je pense aux pièces du larynx, de façon à voir s'ils auraient une fracture ou pas. Parce que là, la difficulté dans les corps très putréfiés, c'est que
les articulations deviennent laxes et qu'on peut avoir une mobilité qui semble anormale alors que c'est juste une articulation, je pense au cartilage thyroïde, qui pourrait être abîmée. Est-ce qu'il y a certains motifs finalement de mort, qui peuvent disparaître parce que le corps est resté trop longtemps dans l'eau? Ah oui, tout à fait. Les contusions importantes, les lésions traumatiques importantes, cutanées ou cutanées osseuses, on pourra continuer à les voir, mais les petites lésions du genre griffure ou abrasion cutanée ne seront plus visibles. Et puis la putréfaction peut même masquer un orifice de balle ou un orifice d'arme blanche. Donc, c'est d'où l'intérêt du scanner qui est fait avant l'autopsie, de façon à essayer de justement compenser l'extrême difficulté de l'examen de ces corps. Jean-Pierre Colombier, vous avez été commandant de la police judiciaire, on le disait, si l'hypothèse se confirme que c'est cette personne interpellée qui est suspectée, en tout cas aujourd'hui, qui est à l'origine de ces 4 meurtres, immédiatement, évidemment, ça pose la question d'un serial killer. Quand on est enquêteur, qu'on se rend compte qu'une personne qu'on a suspectée, peut-être pour un meurtre, pour 2 meurtres, finalement, il y en a 3, il y en a 4. Comment on travaille? Qu'est-ce qui se passe? On reprend les disparitions des 10 dernières années? Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de retracer le parcours du mis en cause, déjà, tout simplement. Mais si encore c'est possible. Si on a affaire à quelqu'un qui est SDF, enfin, moi, on a tous connu des affaires mettant en cause des profils comme cela de vagabonds. C'est très, très compliqué de remonter le fil d'Ariane. Tout va dépendre de sa personnalité, de ce qu'on va apprendre de lui, tout simplement. Et vous faites quoi? Vous essayez de voir là où il est passé oui, bien sûr, les 10 dernières années, dans quel département? Si par exemple il a un téléphone, si on peut borner son téléphone, s'il a des connaissances, par ses connaissances, où il a pu séjourner, ça va prendre un certain temps, voire un temps certain. Et puis il y a le mode opératoire, s'il n'est pas prédéterminé, si c'est quelqu'un qui tue quand il en a l'opportunité, ça va être aussi très compliqué, parce qu'un tueur en série, on peut arriver quelque part à retracer son parcours quand il a une signature criminelle. Son mode opératoire peut être plus ou moins recollé quelque part. On peut arriver à retrouver des dossiers dont les décès, dont les circonstances sont identifiables. Mais si quelqu'un qui tue comme ça, un petit peu au hasard, au fil des rencontres, ça va être très très compliqué, pour pas dire impossible. Et est-ce qu'on regarde aussi, évidemment, vous le disiez, là où il est passé dans les dernières années, est-ce qu'on reprend aussi tout ce qu'on a en portefeuille, tendance à appeler désormais les cold cases, oui, c'est-à-dire ces affaires qui n'ont pas été résolues, des personnes disparues qu'on n'a jamais retrouvées? Oui, mais ça veut dire dans la région où ça s'est passé, on va regarder les personnes disparues également? Ça, dans un premier temps, bien évidemment. Mais ça prendra du temps, beaucoup de temps. Quand on est enquêteur comme vous, qu'est-ce qu'on ressent quand on pense que la personne qu'on suspecte a tué une personne, mais que finalement on en a peut-être tué 2, 3, 4? Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, on vient d'ouvrir une boîte de Pandore, on ne sait pas ce qu'on va découvrir? Oui, mais on reste surtout technicien. Comme je vous le disais préalablement, il faut établir les liens entre les homicides et le suspect. Tant que vous n'avez pas ça, vous avez une procédure qui de toute façon pourra être attaquée, entre guillemets, par les défenseurs. Donc on pense pas, c'est pas une obsession, c'est pas une idée fixe, mais votre boulot, c'est de faire en sorte d'avoir une procédure en béton, inattaquable, où vraiment on peut faire un lien de causalité entre un décès et son auteur présumé. C'est tout le travail des enquêteurs. Quel est l'enjeu des prochaines heures? Là, vous le disiez, Boris, pour les enquêteurs, on disait c'est 96 heures. Comment ça va se passer? Elles sont déterminantes, puisque l'horloge tourne. Il va falloir, forcément, ces gardes à vue, sauf surprise, vont aller au bout du quantum d'heures qui est à la disposition des enquêteurs. Les enquêteurs, au début, ils ont commencé tout doucement. Il faut le mettre en confiance, cet individu. On ne va pas tout de suite lui présenter les faits. On va d'abord s'intéresser à lui, à ce qu'il a fait. Là, on sait que c'est un sans domicile fixe, donc il y a sans doute une multiplicité de points de chute qu'on peut lui attribuer. C'est là la difficulté aujourd'hui. Et puis, plus les heures avancent, plus on s'approche de la fin de garde à vue, plus on va un peu taper du poing sur la table, lui exposer les faits, ce qu'on lui reproche concrètement. Mais 96 heures avec donc une personne qui visiblement ne parle pas français, qui est assistée d'un interprète, ça paraît peu, puisqu'on va rappeler que ces auditions, elles sont très lentes, ils avancent pas à pas, et puis il y a la présence obligatoire de l'avocat à côté. Donc là, on entre dans le package d'heures qui s'annonce crucial pour les enquêteurs avant un possible déferment, avant une possible mise en examen. Quoi qu'il en soit, le parquet ne communiquera qu'à la fin. Parce qu'on le disait, il y a toujours 2 personnes qui sont présentes. L'interprète de monsieur ainsi que son conseil qui assiste. Et dans l'entourage de la personne effectivement qui est suspectée de ces 4 meurtres, l'enquête se poursuit. L'enquête se poursuit, toujours une garde à vue donc pour cet homme dont on ignore pour l'instant qui il est, très peu, voire pas d'informations à ce sujet. Alors on retrouve justement notre expert médecin légiste qui est toujours avec nous en direct.
comment est-ce que on fait pour rapprocher parfois des affaires comme celle-ci, quand on sait qu'il y a 4 corps qui ont été retrouvés au même endroit? Vous, en tant que spécialiste, vous regardez si ce sont le même type d'agression, les mêmes types de coups, si les corps ont subi les mêmes traumatismes. Ça vous est déjà arrivé d'ailleurs dans votre carrière? Non, personnellement, ça ne m'est pas arrivé encore. Mais oui, on sait effectivement des lésions qui sont trouvées et de la façon dont ces lésions ont impacté le corps. Donc l'endroit, la topographie exacte des lésions, c'est un petit peu compliqué pour cette histoire parce que les corps sont vraiment très abîmés, paraît-il. Donc quand on a des corps qui sont comme ça aussi abîmés, c'est vraiment très difficile déjà d'arriver à trouver la cause exacte de la mort. Quand il n'y a pas de lésion traumatique, par exemple sur le crâne ou sur le thorax, comme un enfoncement du crâne ou un enfoncement thoracique, où là on se dit, bon, on a une cause de mort évidente. Le reste, c'est extrêmement difficile de savoir la cause directe de la mort. Caroline Rambaud, dernière question. Ça veut dire qu'il peut y avoir une signature, si j'ose dire, d'un serial killer? Ça, éventuellement, mais là encore, il faudrait peut-être trouver d'autres corps qui seraient moins abîmés, qui auraient été moins abîmés au moment de l'autopsie, et voir s'il y a des lésions qui sont semblables. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour décrypter cette affaire effectivement incroyable avec ces 4 corps qui ont été retrouvés et donc cette personne interpellée qui est désormais suspectée des 4 meurtres. C'est une information du service police-justice de BFM TV. Boris, merci d'être ici avec nous et puis bien sûr on reste avec vous si au cours de l'émission vous avez des nouvelles informations.